Bien, alors en quelques minutes, c'est difficile d'évoquer cette question des rapports entre le conflit israélo-palestinien et puis ces mutations. Ces mutations, en une phrase, je dirais que ce sont des essayismes multiples avec des épicentres placés un peu partout au Proche-Orient, et tout est entremêlé. Et tout s'aggrave parce que justement il y a ces collisions entre ces crises en Syrie, en Irak, au Liban. Enfin, vous connaissez parfaitement la situation, avec en plus bien entendu la question du nucléaire iranien. Donc on a une situation très particulière, singulière sans doute, une des pires à mon avis que le Moyen-Orient n'ait jamais connue, et pourtant malheureusement il en a connu beaucoup. Alors en quelques mots, moi, je serais tenté d'essayer de voir en quoi est-ce que ces mutations ont pesé sur les acteurs israéliens et palestiniens, et ensuite, en quoi est-ce que une résolution du conflit pourrait à son tour peser sur ces mutations. Alors sur le premier volet, c'est sur l'impact de ces mutations. Et je crois, du côté palestinien, ça a été globalement plutôt une souffrance. Et pour prendre une formule que je n'aime pas, mais pour aller vite, je dirais que du printemps arabe, les Palestiniens ont surtout vu l'hiver, à plusieurs niveaux. D'abord parce que la question palestinienne a été quelque peu occultée dans les médias, comme si un drame ou une tragédie en chassait une autre. Dans les chancelleries, c'était moins un dossier d'urgence, même si les chancelleries ont continué à travailler. Et il y a ici dans cette salle des diplomates qui ne cessent de travailler malgré toutes les difficultés, c'est important. Il faut le reconnaître, ce travail important, mais c'était aussi des problèmes d'urgence, et l'urgence n'était pas forcément la question palestinienne, même s'il y a eu le vote du 29 novembre 2012. Si on prend ensuite au niveau des directions palestiniennes, et je suis obligé malheureusement de parler au pluriel, j'aimerais pouvoir parler de la direction palestinienne, mais les directions palestiniennes, eh bien, elles ont souffert. Alors l'autorité palestinienne, Hassan vient de le rappeler, l'autorité palestinienne ne pouvait pas s'engager, par exemple par rapport à la question syrienne, car, bien entendu, les rétorsions étaient terribles. Il y a quelque part le souvenir de ce qui s'est passé en 1990-91, lorsque Yasser Arafat avait pris position en faveur de Saddam Hussein, et ça avait été absolument désastreux pour les Palestiniens, et en particulier pour ceux qui vivaient au Koweït, bien entendu. L'autre direction, si j'ose dire, mais c'est comme ça, le Hamas a cru à un moment donné se retrouver dans le camp des vainqueurs. Mais ça a été un moment très fugitif. J'étais par hasard dans le bureau de Salam Fayyad lorsque l'émir du Qatar était à Gaza, reçu par Ismaël Haniyeh. C'était un moment important, c'est en octobre 2012. Et je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question à Salam Fayyad. Je lui ai dit, mais pourquoi vous n'êtes pas là-bas à accueillir l'émir? Et il m'a répondu avec amertume et colère à la fois, colère maîtrisée, que voilà, il ne pouvait pas, enfin bref. Et il était furieux de cette situation-là. Et l'émir du Qatar jouait un rôle extrêmement pernicieux parce qu'il aggravait la difficulté des relations entre le Hamas et le Fatah en renforçant l'autre, en renforçant l'un contre l'autre. Et puis il y a eu ce revirement qui vient d'être évoqué. C'est aujourd'hui l'armée, la contre-révolution. C'est pour ça que la formule de la rue arabe, moi je suis extrêmement sceptique parce que la rue arabe, elle a contribué en partie à amener l'armée au pouvoir ou la maintenir au pouvoir. Et là, le Hamas est dans une situation impossible, complètement enfermée. Ils ont complètement verrouillé tout ce qui était les frontières qui pouvaient encore exister avec l'Égypte. Donc, les uns et les autres, que ce soit à Ramallah ou à Gaza, les directions palestiniennes ont souffert de ce printemps arabe. Et puis troisièmement, les populations palestiniennes ont souffert. Elles ont souffert à Gaza, comme je viens de l'évoquer. Elles ont souffert en Syrie. Elles ont eu le même destin que beaucoup de Syriens. Sauf que les Palestiniens sont déjà des réfugiés. Donc ce sont des réfugiés qui sont à nouveau réfugiés ou déplacés. Sans parler de tous ceux, il faut en parler, qui étaient à Yarmouk et qui sont à Yarmouk. Et on sait que ce camp est totalement bloqués et que certains sont morts de faim. C'est une des stratégies du régime de Bachar el-Assad. Et parmi eux, il y avait des Palestiniens. Donc si on prend les choses comme cela, même très brièvement, même de manière très schématique, on a le sentiment que les Palestiniens ont plus souffert de ces printemps qu'ils n'en ont bénéficié, même si un éminent diplomate palestinien me disait il n'y a pas longtemps, je crois que c'était hier, il me disait oui, mais au moins les choses sont claires, on les voit telles qu'elles sont. C'était une lucidité peut-être amère, mais en tout cas une vraie lucidité, et malheureusement, elle est juste. Du côté israélien, et je n'ai pas le temps de le développer, mais c'est plus contrasté. Israël a paru
comme étant l'îlot, et évidemment sa propagande en a rajouté, l'îlot paisible dans ce Proche-Orient compliqué. La contre-révolution en Égypte, évidemment, consolide les positions israéliennes. Les relations entre l'armée israélienne et l'armée égyptienne sont très fortes. Elles ne le seront que davantage aujourd'hui. Les menaces des États arabes, qui pouvaient encore plus ou moins exister du côté syrien, ont vraiment disparu cette fois-ci, surtout après qu'on ait démantelé les armes chimiques du régime de Bachar el-Assad. Le Hezbollah est peut-être fragilisé par le fait qu'il est entré en Syrie. Le Hamas est bloqué à Gaza. Bref, on pourrait comme ça faire une analyse des avantages stratégiques que Israël retire de ces événements. Mais il y a aussi, évidemment, d'autres aspects plus difficiles pour Israël, et en particulier la question des frontières, la question du surgissement d'organisations non étatiques qui peuvent évidemment gêner Israël. Et le Hezbollah, même s'il est engagé en Syrie, reste très présent au Liban. Donc c'est très contrasté, mais tout de même, l'État d'Israël s'en sort beaucoup mieux que ce que subissent aujourd'hui les Palestiniens. Et je crois que ça joue beaucoup sur le rapport de force. Et c'est ça le deuxième volet que je voulais évoquer, c'est-à-dire il me reste 3 minutes 35. Donc l'autre volet, c'est l'impact du conflit et de l'issue du conflit israélo-palestinien sur ces mutations. Et je voudrais très brièvement dire une chose simple. Aujourd'hui, très schématiquement, il y a 3 négociations dans ce tumulte terrible du Proche-Orient. 3 négociations qui sont engagées. Bon, à Genève, Genève 2, Genève 3 peut-être, il y a la négociation avec l'Iran et il y a les négociations israélo-palestiniennes. Je crois qu'à l'aune des rapports de force, et je crois que c'est fondamental de penser la question des rapports de force pour apprécier les chances d'une négociation, la négociation avec l'Iran a des chances de réussir peut-être. Celle de Genève n'en a aucune, car le rapport de force est trop déséquilibré. Et si on regarde la question israélo-palestinienne, elles sont très faibles. Mais elles existent, on ne sait jamais. S'il y avait vraiment un investissement de la communauté internationale, ça a été évoqué tout à l'heure, les Européens ont un tout petit peu bougé, mais pas beaucoup, et les Américains aussi. Alors peut-être qu'il y a une possibilité. En tout cas, sans supputer sur ces chances-là, il y a une alternative simple. Ou bien on va vers un succès, c'est-à-dire qu'on réussit enfin, et c'est extrêmement difficile pour nous tous d'imaginer ce que serait un Proche-Orient où il y aurait enfin la paix, un Proche-Orient où il y aurait un État de Palestine à côté de l'État d'Israël. On est même aujourd'hui comme mutilé intellectuellement et mentalement pour penser le Proche-Orient sans ce conflit central. Mais enfin, imaginons cela, et à ce moment-là, ça ne pourrait pas ne pas avoir des retombées importantes sur l'ensemble du Proche-Orient. Je ne dis pas que ça réglerait bien des questions, mais c'est clair que nous aurions un autre Proche-Orient. Donc, on retrouve ici la centralité de la question palestinienne. Ça serait une sorte de nouveau tremblement de terre, mais positif, celui-là. Par contre, si la date, mais il n'y a pas de date sacrée, le 29 avril, si on aboutit encore à un échec, eh bien, il faut être clair sur ce qui va se passer. Bien entendu, je ne vais pas supputer sur un avenir, mais tout de même, quand j'entends parler d'un État, de la solution à un État, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il n'y a pas de solution alternative à la solution des 2 États. Ce ne serait pas un État, ça serait la consolidation de l'apartheid. La consolidation de l'apartheid. Et par conséquent, ça ne pourrait pas ne pas conduire à une confrontation dont la nature reste à examiner. On le voit bien sur le plan international où les Palestiniens sont prêts. C'est génial, 1 minute, vous vous rendez compte? Eh bien, cette confrontation-là va aboutir sur le plan international par un regard, enfin, en s'appuyant sur le droit international et par exemple sur la Cour pénale internationale. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais sur le plan interne, si j'avais 18 ans, j'en ai un peu plus, ça se voit pas, mais j'avais 18 ans et si j'étais palestinien, eh bien, je vais vous dire, je serais vraiment très triste. Et je termine dans les 35 secondes qui me restent en lisant un journal. C'est Libération du 30 mai. Et qu'est-ce que je lis dans Libération du 30 mai? Je lis qu'il y a 100 jours pour faire avancer la paix, que dans le cadre du nouveau découpage des frontières, il faudra intégrer plusieurs colonies juives, que tout va être possible, que la paix n'est pas forcément gagnée, mais au moins qu'elle n'est pas perdue. Et quelque part dans l'éditorial signé par Jacques Almaric, tout est possible. Si la raison n'a pas vraiment triomphé, l'irrationnel de la peur, du pessimisme à tout cru, a au moins été désavoué par une majorité de gens.
formidable, ce libération du 30 mai. Du 30 mai 2014 ? Non, du 30 mai 1996. 30 mai 1996, pourquoi ? Parce que ce journal sort le matin où on croit encore, au lendemain de l'élection du 29 mai, que Pérez a gagné contre Netanyahou, mais le matin, lorsque tout le monde se réveille, eh bien, en fait, ce journal n'est plus le bon. En fait, c'est Netanyahou qui l'a emporté. Alors, j'espère que l'histoire ne va pas se répéter et que cette fois-ci, tout sera vraiment possible avec la paix. Voilà.